Bonjour à tous, c'est Smart Impact, l'émission qui donne la parole aux entreprises qui ont fait le choix de la transition écologique et qui savent ce que les lettres RSE signifient. D'ailleurs, Émilie, bonjour. Bonjour On va rappeler Thomas. que ça veut dire responsabilité sociétale des entreprises. Voilà, au sommaire de ce lundi 28 août, l'invité de Smart Impact, c'est Louis Frac, cofondateur de Bio Burger, la première enseigne en burger certifiée 100% bio. Notre débat RSE porte aujourd'hui sur le bien-être au travail, comment l'améliorer, pourquoi il devient primordial dans une économie qui apprend à vivre après la Covid. Et puis la bonne idée du jour, c'est l'appli WinNow, une solution inédite pour agir en faveur du climat ou comment mesurer, réduire, compenser ses émissions de CO2. Voilà pour les titres. Tout de suite, forcément, on s'offre un bon burger bio. Bonjour Louis Frac. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes le cofondateur de Bio Burger. Vous avez lancé cette marque en 2011 avec Anthony Daré en ouvrant votre première enseigne. C'était au cœur de Paris, 9 ans plus tard. Alors, vous avez combien de restaurants et comment vous tenez, parce que c'est ça la vraie question, ce défi du 100% bio? Alors, on a 9 restaurants aujourd'hui, Ouais. dont 5 en franchise. Donc, on est sorti de Paris l'année dernière. Maintenant, on en a un à Nantes, un à Bordeaux, bientôt à Lyon. Donc, on commence un petit peu à se développer tout doucement. Alors la promesse, il y a le 100% bio d'un côté, il y a surtout à ce prix-là, en fait, la promesse de Bio Burger, c'est la bio accessible. Enfin, la promesse générale de Bio Burger, c'est la transition écologique simple. C'est proposer aux clients des solutions tout en se faisant plaisir pour faire avancer les choses sans contrainte. Donc de la bio pas chère. Donc il a fallu faire un sourcing 100% bio. Il y a 9 ans, c'était plus compliqué qu'aujourd'hui, mais on y est arrivé. Et surtout, il a fallu beaucoup travailler sur notre efficacité, sur toute notre chaîne de valeur pour en fait pouvoir faire ce prix juste, ce prix accessible, tout en ne laissant aucun acteur sur la chaîne de valeur. Alors on va détailler ça, ce que coûte un menu de base autour de 12 € chez vous. Mais d'abord, il y a la question, vous dites 100% bio, il faut tenir la promesse, mais qui le certifie, qui nous le prouve ? Alors en fait, il y a des organismes certificateurs qui sont agréés par l'INAO, vous avez Bureau Veritas, vous avez EcoCert, etc., qui s'occupent de certifier toute la filière bio. Donc nous, en fait, nos restaurants sont certifiés bio, notre centrale d'achat est certifiée bio, et évidemment, tous nos produits sont certifiés bio. Donc nos fournisseurs eux-mêmes ont l'accréditation. Après, on peut rentrer dans le détail de ce qu'est un contrôle bio, ça dépend de l'acteur en question. Nous, on est des sortes de distributeurs, donc on a des contrôles de quantité de matière vendue par rapport au chiffre d'affaires. On a évidemment des contrôles sur place, inopinés, pour voir si on ne vend pas du conventionnel. Ah, ils peuvent venir par surprise dans un restaurant. Une fois par an par surprise et une fois par an en prévu. Et donc à la fois, ils regardent tous nos certificats, etc. Donc en fait, il y a vraiment, et c'est des organismes qui sont agréés en fait, et qu'on paye pour avoir, voilà, on paye 500 € par an, c'est pas très cher, par restaurant pour avoir l'accréditation. Alors être bio c'est bien, être local c'est mieux. Vous travaillez avec des producteurs locaux qui se trouvent à proximité des restaurants ? Alors, faut pas confondre le local et le bio. Nous, on essaye d'être le maximum local. Donc, en fait, bio et local, je voulais dire. Voilà, bio et local. Ouais. 80% de nos produits sont français, déjà. Et ensuite, à chaque fois, on essaye, par exemple, sur les produits qui ne sont pas des produits critiques, tout ce qui est fruits et légumes, par exemple, que le franchisé en question se source autour de son restaurant. Après, on a été obligé de créer une centrale d'achat qui est basée à Rungis, qui récupère tous nos achats français et qui les livre en restaurant. Ce qui est bien, c'est qu'on a un circuit court. C'est-à-dire que notre centrale d'achat achète directement aux producteurs, ça passe par la centrale et c'est ensuite amené dans les restaurants. Donc ça joue sur le prix, ça, justement ? Pardon ? Ça joue sur le prix ? On est plus efficace avec une centrale d'achat et avec moins d'intermédiaires en fait. Donc on l'a créé très tôt, on l'a créé en 2016 cette centrale d'achat avec 2 ou 3 restaurants. Et dès le départ ça a été très intéressant. On apporte plus de services à nos restaurants franchises également, on est plus efficace. Vous avez une seule livraison avec un seul camion au lieu d'en avoir 15 différentes, etc. Donc 80% des produits de provenance française. Hein, alors par exemple, ceux qui sont pas français, vous avez du cheddar qui vient de cheddar en Angleterre, donc c'est compliqué de faire différemment. Voilà. Pardon ? La mozzarella ou on n'a pas de. Parce qu'Émilie préfère la mozza au cheddar. Voilà, vous avez quelques produits à la marge. Vous avez le poulet pané qui vient d'Italie, qui vient pas de France, parce qu'aujourd'hui, du poulet pané en bio transformé de cette manière-là, on n'est pas arrivé à avoir un fournisseur qui soit de qualité. Là, on a un super fournisseur. Bon, il est italien, ça reste du pays limitrophe, parce que ce qui n'est pas français, c'est limitrophe. Français qui veulent se lancer dans le poulet pané bio. Dans le poulet transformé pané bio, il y a un manque. Alors, on va parler du prix et de la transparence, parce
parce que vous avez publié un dessin, une infographie donc, qu'on va regarder ensemble qui décortique ce qu'il y a dans une formule chez BioBurger. Donc c'est une formule à 12,40 €. Ouais. Je ne vais pas tout citer, mais donc il y a ce que vous reversez à vos fournisseurs, 3,35 €, le salaire de vos équipes, 3,27 €, les impôts et taxes. Alors je vous cite que nous sommes fiers de payer en France 1,60 €, 90 centimes pour le propriétaire du local, 50 centimes pour ouvrir d'autres BioBurgers, 50 centimes pour rembourser les prêts, etc. etc. Et puis en bout de ligne, hein, si on lit bien l'infographie, il y a un peu moins de 1 € de marge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pourriez faire plus de marge, forcément. Est-ce que vous avez cette tentation, ça fait 9 ans que vous existez, est-ce que régulièrement cette tentation revient? Alors, c'est une question fondamentale en fait. Ouais. Toute l'idée, c'est de faire du partage de valeur équitable parce qu'une entreprise, pour nous, c'est un écosystème. Ça englobe les clients, les fournisseurs, toutes les parties prenantes. Et le but, c'est de partager suffisamment bien la valeur pour que ça soit pérenne, pour que dans 30 ans, on soit tous encore là. Et donc, effectivement, c'est des ratios comme ça sur lesquels il faut jouer, tout en ayant une offre qui soit compétitive pour les clients. Donc, aujourd'hui, on est plus, en fait, notre marge brute, c'est-à-dire le coût d'achat des produits versus notre coût de vente, est assez faible par rapport à la concurrence, justement pour pouvoir en fait bien payer nos producteurs tout en faisant de la bio et un prix juste. Et on parie sur le volume pour tenir en fait un business model qui soit cohérent. Ça paraît pas beaucoup comme ça, c'est tout à fait honorable, hein, c'est tout à fait bien ce genre de marge pour pérenniser l'entreprise et pour réinvestir. Vous êtes les seuls à proposer cette offre, à avoir cette offre-là? Alors, en 100% bio en France, on est quasiment les seuls. On a un concurrent qui est sur Lyon aujourd'hui, en 100% bio, quoi. Sinon, ce qui est intéressant, c'est que dans aucune autre activité de restauration, que ce soit du hamburger ou ailleurs, vous avez une offre 100% bio aujourd'hui en France. Oui, justement, si on se replonge un peu dans les chiffres du bio ou de la bio en France, le marché du bio, c'est en France plus de 6% de la consommation alimentaire des ménages consacrés au bio, 11,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2019, c'est pas rien, et une croissance de 13,5% en un an. Vous, votre objectif de croissance d'ici 1 ou 2 ans, c'est quoi? Alors nous, il y a eu il y a le Covid qui est passé par là, donc forcément ça a un petit peu changé les trajectoires, mais on avait au départ une idée d'avoir une trentaine de restaurants d'ici fin 2022. Voilà, ce sera peut-être 25 aujourd'hui. Aujourd'hui, on en a 9. En fait, on a mis beaucoup de temps à commencer notre développement. On a mis beaucoup de temps à travailler sur le business model, encore une fois, pour qu'il tienne la route. Et maintenant, on l'a fait depuis 2016-2017. On a enclenché ce développement et ça commence à s'accélérer depuis quelques années, quoi. Donc vous êtes en train de nous dire que ça va vous faire perdre 3 ans quand même dans l'objectif de croissance, la parenthèse qui n'est pas une parenthèse, elle n'est pas fermée Covid, parce que j'ai entendu finalement ça va être 2025 plutôt que 2022. Non, ça va être 25 ça sera 25 restaurants. Ah ben voyez, Oui, c'est important que j'ai précisé, parce que si moi je ne l'ai pas compris, peut-être que le téléspectateur non plus. Voilà, donc ce sera 25 restaurants d'ici à la fin de 2022, on aimerait bien. Voilà, on en a 9, on a plusieurs restaurants prévus déjà pour l'année prochaine. Donc ça devrait le faire. Alors un restaurant, c'est beaucoup d'emballage, forcément. J'imagine quand même du plastique. Est-ce que vous avez réussi à balayer tout ça? Ça fait partie, j'imagine, de l'engagement bio? Ouais, en fait, comme je vous ai dit, notre pourquoi, c'est la transition écologique simple. Donc le premier pilier, c'est la bio accessible. Le deuxième pilier qu'on a mis en place, c'est les emballages. Donc en fait, tous nos emballages sont compostables et compostés. Aujourd'hui, chez BioBurger, au départ, il y avait une poubelle de tri depuis le début, donc on devait trier. Donc ça, contrainte pour les clients, compliqué, mal fait. Et aujourd'hui, vous avez, comme chez nos concurrents, une seule poubelle. Sauf qu'à l'intérieur, en fait, au lieu de que ce soit des déchets d'ordures ménagères incinérés, tout va à un partenaire qui composte ces déchets, parce que ces déchets sont compostables, et qui ensuite les revalorise en compost, en fait, pour l'agriculture. Donc ça veut dire que les assiettes, les couverts, tout ça, c'est de la matière compostable? Voilà, ça va être du carton, ça va être des produits, par exemple, vous avez des gobelets avec des cols, donc ils ont développé des cols végétales qui se compostent, etc. On a beaucoup bossé pour pouvoir proposer une offre totale en compostable. Donc c'est une première marche, c'est pas parfait, ça reste de l'usage unique, ce qui est pas top. Mais voilà, on avance petit pas par petit pas, il faut rester pragmatique, il faut rester économiquement viable et on avance comme ça. Un partenariat avec la société Moulineau, c'est ça qui s'occupe de ces déchets? Exactement, c'est Moulineau, j'aurais pu les citer. Oui, Moulineau à Paris, c'est Moulineau. Ouais. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils prennent les poubelles et c'est eux qui trient? En fait, non. Parce que Moulineau, c'est de collecter les biodéchets pour la restauration. Mais nous, dans nos biodéchets, il y a les restes de nourriture.
amont et aval. Oui, il n'y a rien à trier en fait dans, Ah non, dans ce que vous proposez. Tout va au même endroit, c'est ce Ok. que je disais, pardon, peut-être que j'ai pas été clair. Tout va au même endroit, il n'y a plus de tri puisque tout va au même endroit. Donc c'est simple pour le client. Le client fait un éco-geste, entre guillemets, sans s'en rendre compte ou sans contrainte. C'est nous qui proposons la solution. Et ça, je fais une petite aparté parce que je pense que globalement, c'est ça qu'il faut aller chercher. C'est que tous les acteurs économiques, dont évidemment les entreprises, doivent trouver des solutions, doivent se réfléchir pour pouvoir proposer des solutions qui allient à la fois un confort pour les clients et une transition écologique. Je pense que c'est important. Vous n'avez pas du tout de problème avec la nouvelle loi anti-gaspi du gouvernement publiée en début d'année. Vous êtes complètement aligné là-dedans. Vous trouvez qu'en termes de loi, sur tout ce qui est anti-gaspillage, dans la restauration, sur l'alimentation, la transparence, le gouvernement va assez loin, vous trouvez ? Alors, c'est une question délicate. Il faut toujours aller encore plus loin, mais il y a forcément, encore une fois, la pérennité économique. Si on fait trop d'un coup, ça va tuer des entreprises. Là, il y a quand même une loi, je ne sais pas si ça va être vraiment respecté, mais en 2023, on est censé arrêter le jetable, Plastique jetable, sur place. Donc Absolument. nous, on le fera de toute façon. Mais pour certaines boîtes, ça va être dur. Mais je trouve ça génial, mais c'est vrai que ça va être dur. Vous n'avez pas du tout de plastique chez vous ? Plastique, non. On a des bouteilles d'eau en plastique dans nos restaurants, sauf le dernier, où on a réussi à supprimer même cette bouteille d'eau avec une fontaine en libre service. Donc même dans le dernier restaurant, c'est un test, on n'a plus du tout de plastique zéro. Et ben voilà, Par contre, on a du déchet à usage unique, encore, qu'il faudra remplacer par de la vaisselle d'ici 2023. et ben donc il y a encore une marge de progression. Il y a plein de choses à faire. Ça s'en va. Merci beaucoup, merci Louis Frac. On va pister donc les bio-burgers qui vont ouvrir en France dans les prochains mois. J'ai retenu l'objectif 25 restaurants d'ici à la fin de l'année 2022. Merci beaucoup. Merci à vous. Tout de suite, c'est le débat de Smart Impact sur le bien-être au travail. Comment favoriser le bien-être au travail ? C'est le thème du débat RSE d'aujourd'hui. Pour en parler, j'accueille en plateau Philippe Morel, président de Dynamic Workplace, société de location d'espace de coworking, et David Mahé, président et fondateur de Human & Work, une agence de conseil en ressources humaines. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors le bien-être au travail, c'est, on le sait, une grande thématique du volet social de la RSE. On a d'ailleurs vu fleurir un nouveau métier ces dernières années. Il s'agit du Chief Happiness Officer. Alors messieurs, est-ce que désormais on s'intéresse au bonheur des collaborateurs plus qu'avant ? Pourquoi ? Je crois que basiquement la période le nécessite. C'est-à-dire que d'un côté, on a bien la problématique, et on est en plein dedans, elle est extrêmement anxiogène, celle du Covid, et on voit bien qu'elle s'installe, et elle s'installe aussi bien évidemment dans les entreprises, et donc il faut en même temps assurer la sécurité sanitaire des équipes, et en même temps tenter quand même de réduire un peu cette anxiété, ce caractère anxiogène, et donc apporter des réponses qui sont des réponses de performance des espaces, de sécurité de performance des espaces, mais aussi de convivialité et d'agrément pour redonner envie aux collaborateurs de revenir travailler ensemble. David Mahé, il y a eu une prise de conscience, notamment liée à la crise de la Covid. La Covid a montré que l'entreprise est d'abord un acteur de santé et fait partie du système de santé en France. Les entreprises sont responsables de la santé de leurs salariés et elles ont aussi beaucoup de leviers qu'elles peuvent mettre en œuvre pour développer une bonne santé. À la fois une santé au niveau sanitaire, mais aussi au niveau psychologique, au niveau de la gestion du stress, de la motivation. C'est à la fois une responsabilité et aussi une opportunité pour l'entreprise de développer du bien-être et de l'efficacité. Mais c'est pas apparu avec le Covid. C'était une préoccupation qui existait avant. Vous diriez quoi, qu'il y a un effet d'accélération là qui se joue ? Que le Covid met en lumière la responsabilité de l'entreprise comme acteur de santé. Aujourd'hui, on parle des masques, on parle de la distanciation, ça change considérablement la façon de travailler en entreprise. Le télétravail a été bouleversé également par le Covid. Toutes les démarches à la fois d'attention ou de soins aux salariés, comme le développement des compétences ou la transformation des organisations, c'est quand même un peu lié au Covid. C'est au minimum un accélérateur de prise de conscience. Et nous qui sommes opérateurs d'espaces de travail partagés, on voit bien la différence entre avant et après Covid. Aujourd'hui, il y a bel et bien la nécessité d'avoir une mécanique d'animation, de gestion, d'encadrement de ces espaces de travail pour faire en sorte que à la fois la sécurité, la sécurité notamment sanitaire, soit assurée, mais également cette capacité à fournir des espaces qui soient performants, qui permettent la performance des équipes et de l'entreprise de façon générale, et qui soient également accueillants. On parle beaucoup de services qui permettent de baisser la charge
charge mentale des collaborateurs, services aussi qui permettent d'embarquer les collaborateurs dans leur aventure professionnelle. Nouveau service, typiquement, tout ce qui est accompagnement au digital, parce que là, ça a été un choc, on en parle peu, mais ça a été un choc absolument incroyable pour un grand nombre de collaborateurs que de savoir exactement comment fonctionnaient tous les différents systèmes de visio, de conférences, etc. Ça pouvait être une source de stress, ça c'est sûr. Et donc, le besoin d'accompagner ces collaborateurs tout au long de ce chemin, dans l'appréhension, la compréhension et l'appréhension de ces différents services, différents outils digitaux, la façon aussi de comporter, parce qu'il n'y a pas que l'outil en tant que tel, il y a aussi la façon dont on l'utilise, seul et à plusieurs, etc. Donc, tout ça, ça nécessite, ça fait partie des services professionnels qu'on apporte de plus en plus à l'intérieur même des espaces de travail partagés. Mais comment on mesure le bonheur au travail? Parce que c'est tellement vaste comme thématique. Alors, c'est pas parce que c'est vaste que c'est pas mesurable. Ouais. Aujourd'hui, il y a des données médicales qui sont absolument indiscutables et qu'on est parfaitement en capacité d'évaluer. On est capable de mesurer le niveau de stress des salariés. On est capable d'évaluer le niveau de motivation. On est également capable d'évaluer les facteurs qui ont un impact sur cette motivation ou cette gestion du stress. Ça passe par des questionnaires, ça passe par des rencontres, ça passe par de l'analyse aussi des données existantes dans l'entreprise. Mais donc ça suppose d'avoir une entreprise, des entrepreneurs qui jouent le jeu, qui sont dans cette démarche. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais beaucoup d'entreprises, notamment via les DRH, ont un enjeu sur la santé au travail et mettre en place des politiques de santé. Parce qu'on fait le rapport entre ces études sur, pardon de vous interrompre, sur le bonheur au travail, comment on le mesure, et évidemment l'efficacité, la rentabilité, le climat général de l'entreprise. Tout ça, c'est une lapalissade, mais c'est une réalité aussi. C'est complètement vrai, et c'est particulièrement vrai en période de transformation. Ouais. Actuellement, beaucoup d'entreprises se restructurent pour adapter leur appareil productif à cette nouvelle donne. Et le fait d'avoir des salariés en bonne santé et plutôt motivés et en capacité à travailler, c'est un levier indiscutable pour réussir la transformation. Effectivement, il y a une étude d'ailleurs du cabinet Robert Half qui date de 2016, mais qui précise quand même que les salariés heureux travaillent mieux. Donc effectivement, c'est mesuré. Donc il semblerait que on voit l'étude, je vous interromps parce qu'on voit l'étude qui s'affiche. Le secteur le plus heureux, c'est l'informatique. La période la plus heureuse, 6 à 10 ans d'expérience. Le statut, c'est cadre sup. L'entreprise la plus heureuse, entre 250 et... Alors évidemment, c'est les moyennes, et 1000 salariés. Et la tranche d'âge, c'est 18-34 ans. Moi, je vois une petite contradiction là. Ah non, Marc, c'est logique. 18-34 ans et 6 à 10 ans d'expérience, ça correspond à peu près. Je me permettrais juste de compléter, parce que souvent on nous pose la question, on travaille beaucoup avec le groupe Vinci ou le groupe Orange par exemple, comment mesurer le bonheur? Le bonheur, effectivement, pour compléter la réponse de Bernard, c'est difficile à quantifier en tant que tel, mais ce n'est pas compliqué à visualiser. Je m'explique. Basiquement, à l'échelle d'un bâtiment, d'un siège social par exemple, mesurer le taux d'occupation réel du bâtiment, c'est-à-dire la façon dont le bâtiment est réellement consommé, par combien de collaborateurs, de quelle façon, dans quelle quantité, dans quelle proportion, avec quels horaires, etc. Ça, c'est un indicateur absolument crucial aujourd'hui d'efficience du bâtiment et donc de calibrage quelque part de la qualité de vie à l'intérieur de ces espaces collectifs. Voilà. Et donc ça mesure, c'est un indicateur absolument, c'est le premier indicateur extrêmement tangible qui permet de valider finalement l'ensemble des actions de bien-être et de QVT qui sont apportées par l'entreprise auprès de ses collaborateurs. D'ailleurs, on a une autre infographie qu'on va découvrir tout de suite, issue de la même étude, Robert Half, pour savoir qui sont les salariés les plus heureux au travail. Donc on va découvrir ça. Ça, c'est les leviers du bonheur, être traité équitablement, respectueusement, le sentiment d'accomplissement, la fierté dans son entreprise. Ça veut dire que c'est pas, même si c'est super d'avoir des plantes vertes et du yoga, mais c'est pas rajouter quelques séances de yoga et des plantes vertes dans les open space. Je pense que l'élément clé aujourd'hui, c'est la question du sens, donc de l'utilité qu'on trouve à son travail, et la question du plaisir qu'on y prend. Je pense que ces deux facteurs sont les facteurs les plus protecteurs en matière de santé au travail. Et donc, une bonne partie des entreprises doivent finalement travailler là-dessus. Qu'est-ce que je propose comme projet d'entreprise? Comment j'embarque mes équipes pour qu'elles se sentent utiles à ce projet? Et est-ce que j'ai un impact positif dans l'entreprise et en dehors? Justement, quelles sont les fameuses solutions pour encourager ce bien-être dans l'entreprise? Alors, je dirais, on peut soit prévenir les risques, ça c'est un premier axe, ou renforcer ce qu'on peut appeler des facteurs de protection.
Prévenir les risques, c'est déjà identifier ces risques. Et puis mettre en place des politiques, tout simplement, qui permettent ici de prendre soin de ses collaborateurs, ici de développer des compétences, ici de mettre en place des pratiques managériales qui produisent du bien-être et d'efficacité, ou des organisations du travail qui soient saines. Et puis à côté de ça, on peut aussi renforcer ce qui va bien. Et renforcer ce qui va bien, ça peut être renforcer finalement ce qui fédère des salariés au sein d'une entreprise. C'est aussi mettre en place un certain nombre d'actions et d'organisations qui laissent du soutien, par exemple, et de l'autonomie aux salariés. Et je pense que ça, c'est des éléments importants. En complément, nous, on travaille sur finalement le cadre de vie. Ce qui a profondément muté, transformé depuis une dizaine d'années, c'est finalement on est passé en très grande majorité dans des formats ou d'aménagements d'espaces tertiaires où on était assez statutaires. Les codes statutaires sont très connus, ce sont des codes qui font appel à des matériaux plutôt minéraux, donc l'acier, le verre, les couleurs plutôt blanches et noires. Et ça, ce sont des codes statutaires qui imposent la hiérarchie, qui imposent l'organisation et la structuration d'une entreprise pyramidale, globalement. Il en faut. Mais il en faut un peu moins. C'est ce qui a changé maintenant depuis une vingtaine d'années. Et a fortiori, aujourd'hui, c'est ce que recherchent beaucoup de collaborateurs, c'est le caractère plutôt convivial, agréable. Et ça, c'est porté par des codes qu'on appelle des codes communautaires. Les codes communautaires, et on le voit tous, c'est l'apport de matériaux plutôt organiques à l'intérieur des bureaux. Donc le recours au bois, le recours aux plantes vertes, très très important. On sait aujourd'hui que techniquement, ça apporte 15%, à minima 15% de productivité en plus, parce que c'est l'agrément en plus, parce que c'est la capacité à travailler différemment avec les autres. Il y a l'aménagement aussi des espaces à l'intérieur de l'entreprise qui est en train d'être bouleversé, qui apporte aussi également beaucoup de bien-être. Les couleurs aussi, qui donnent finalement ce qui Nous, on a un code bleu, ça vous plaît, ça? C'est parfait. C'est bien, on a fait le bon choix. Qui permettent aussi de rentrer dans des logiques beaucoup plus créatrices entre les collaborateurs. Donc, de nouvelles formes de communication, de collaboration à l'intérieur de ces espaces. Et l'enjeu aujourd'hui pour les entreprises qui sont toutes dans une obligation impérative de se transformer, c'est de créer. Et pour créer, et on le voit depuis une dizaine d'années, mais là, la chose est en train de s'accélérer en profondeur, il faut avoir les espaces, les bâtiments et les espaces qui permettent la création. Et donc, de nouveaux codes d'usage, de nouveaux usages et de nouveaux codes à l'intérieur de ces bâtiments qui vont permettre aux collaborateurs de leur redonner envie, finalement, de venir travailler ensemble. Sinon, ils le feront au café d'à côté. Et puis leur redonner la parole, notamment avec la loi Pacte, les entreprises à mission, les entreprises libérées, elles ont plus le droit, l'accès et elles encouragent davantage la prise de parole des salariés. Mais ça, on en parlera dans une autre émission. Exactement. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. C'était passionnant. D'ailleurs, on va le prolonger d'une certaine façon avec la bonne idée du jour, la start-up du jour. C'est une appli WeNow qui permet de proposer aux entreprises des solutions pour rouler le plus neutre possible en carbone. Smart ID, c'est la bonne idée du jour, une start-up mise en pleine lumière sur Bismart. Et avec nous, Valérie Mas, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes présidente de WeNow, une solution inédite pour agir en faveur du climat, principalement à destination des entreprises. Expliquez-nous en quoi ça consiste. Alors, ça consiste en un petit boîtier connecté que les collaborateurs des entreprises installent dans leur voiture. Il n'y a pas de géolocalisation pour protéger la vie privée, etc. Qui nous permet de collecter un certain nombre de données sur la conduite et le comportement de conduite. On va notamment savoir combien il gaspille de carburant. Et on va pouvoir le coacher en fin de trajet sur une application mobile qu'il va télécharger sur son téléphone pour l'aider à réduire sa consommation. Et comme la consommation de carburant des véhicules d'entreprise, ce n'est pas forcément une motivation générale de la réduire pour un collaborateur, on va mettre du gaming, on va mettre des éléments un peu ludiques pour animer ça, et on va jusqu'à la compensation carbone, c'est-à-dire qu'on efface l'ensemble des émissions de CO2 au fur et à mesure. Oui, parce que je pense que quand on roule avec une voiture de fonction, une voiture d'une flotte d'entreprise, on peut avoir tendance à attaquer un peu plus, à ne pas avoir le même comportement au volant. On peut dire les choses clairement. Donc il faut faire de la pédagogie aussi, ça fonctionne beaucoup comme ça? Alors c'est énormément de pédagogie, donc il y a déjà des règles simples d'éco-conduite qu'il faut connaître. Par exemple que maîtriser son énergie, donc sa vitesse, est moins consommateur que de faire du stop and go. Que plus on est au-dessus de 80 km/h, plus c'est exponentiel en matière de consommation. Donc il y a un certain nombre de gestes à connaître. Et puis après, il y a le côté motivation à avoir au quotidien à chaque fois que je reprends ma voiture, je fais attention, donc je suis économe dans ma conduite. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'on perd du temps. Souvent les collaborateurs ont l'impression que l'éco-conduite va nous faire perdre du temps. Pas du tout.
En revanche, ça veut dire beaucoup mieux anticiper et être plus présent quand on conduit. Oui, c'est ça, 3 axes d'action pour WeNow. Mesurer, réduire, compenser nos émissions de CO2. Comment WeNow permet de mesurer ces émissions ? Et bien justement, grâce à ce boîtier, on a l'accès aux consommations de carburant et le lien est direct entre les émissions de CO2 et le carburant. En fait, c'est une équation chimique. À chaque fois que vous brûlez du carburant dans le réservoir, en fait, vous émettez du CO2. Je ne sais pas si vous savez, mais par exemple, un Paris-Bordeaux, c'est 2 tours Montparnasse d'air saturé en CO2 pendant 100 ans. Voilà, ça pose les choses. Donc, on n'a pas forcément conscience quand on prend la voiture, mais c'est sur ça qu'on essaye d'agir. Ça veut dire qu'avec votre application, Thomas, on peut faire son propre bilan carbone personnel et celui de son entreprise, du coup ? Alors, c'est une autre proposition, effectivement, qu'on a. On s'est aperçu que les collaborateurs ne savaient pas forcément ce que c'était que le CO2. D'ailleurs, je pense que dans la population française, il n'y a pas grand monde. Je ne sais pas si vous avez fait votre bilan carbone, si vous savez combien vous émettez. Je ne l'ai pas fait, moi, personnellement, Thomas. Ah, ça me rassure. Ah là là, dis donc. La bonne élève, donc non. En moyenne, un Français émet 12 tonnes de CO2. On ne le sait pas forcément. Un véhicule de fonction, c'est 4 tonnes de CO2 sur ces 12. Donc déjà pour vous donner une... Et la Terre, c'est absorber 1,5 tonnes par personne par an. Donc voilà, c'est pour vous donner un peu des ordres de grandeur. Donc effectivement, on aide les collaborateurs en leur proposant de réaliser leur propre bilan carbone, parce que justement, si on sait à titre personnel combien on émet, si on comprend ça, c'est beaucoup plus facile d'agir. Si on ne comprend pas, c'est très difficile. Bien sûr. Alors ça représente votre application et donc cet engagement des entreprises et des salariés d'agir pour le climat, plus de 45 millions de kilomètres parcourus, consommation de carburant réduite jusqu'à 25%, c'est quand même pas rien, 500 000 tonnes de CO2 neutralisées, une compensation à 100%. Et puis la bonne nouvelle, c'est que vous venez de signer de nouveaux contrats avec de grandes entreprises. Dites-nous ça. Alors oui, c'est très chouette. La période du Covid a été un peu à l'arrêt pour notamment les flottes d'entreprises. On a eu un peu peur, effectivement, au retour. Et en fait, depuis le mois de juillet, il y a une accélération forte. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience importante. Il y a eu beaucoup de lois sur le changement de mobilité. Il y a beaucoup d'incertitudes. Et il y a surtout les entreprises qui s'engagent pour le climat. Et donc on a eu un nombre d'appels très, très important. Donc c'est vrai qu'on est très, très fiers d'annoncer la signature, là, entre juillet et août, ce qui est juste jamais arrivé, de signer notamment en août, avec notamment 6 entreprises. Et puis il y en a encore plein là, qui sont en train d'arriver. Ça représente 3000 boîtiers qui vont être installés, c'est ça ? Voilà, exactement, un potentiel de 3000 boîtiers là, sur les quelques mois qui vont arriver, avec des grands noms, comme la filiale TP France de Vinci Construction, le leader français des pompes Grundfos, une société de TP de construction, l'Hôtelier, puis pas mal d'autres derrière dont je peux malheureusement pas citer les noms, mais dont on va révéler les noms bientôt. Eh ben super, merci beaucoup, merci Valérie Mas, bravo, bravo pour ce contrat et bravo pour cette application. Voilà, on va faire notre bilan carbone. Vous l'avez sur la voiture ? Je vais la voir bientôt. Voilà. Vous me direz si ça marche et puis on l'installera après. Merci beaucoup. Je vous propose de tester ça. Ah ben, je veux bien tester ça. Moi, je pense que j'ai une conduite assez douce. J'ai certains copains qui vont devoir un peu se calmer sur l'accélérateur. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Demain, d'autres solutions pour se développer sans épuiser la planète. On est là à 9h, à midi, à 20h30. Ciao. À demain.